Alors, ouais, c'est bon. Coucou. Bonsoir tout le monde. Alors, je laisse 2-3 minutes, voilà, le temps que les participants nous rejoignent. Salut, salut, salut. Salut Anna, salut Chloé, salut Raoul, salut Véro, salut Nicolas. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super, merci Raoul. Alors, eh bien bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition prononcée à la française. Désolée pour les oreilles écorchées des anglophones. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce deuxième épisode donc. Et ce soir, je reçois... Alors, avant de vous parler de notre invité, coucou. Alors, attendez, j'ai des petits bugs, c'est pas grave. Avant de vous présenter notre invité, je voulais vous dire, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un temps de questions qu'on va garder pour la fin de l'entretien. Donc, on va terminer l'interview un petit peu plus tôt, de manière à ce que, voilà, les gens qui ont des questions, vous pouvez soit les écrire ou si vous pouvez les garder pour la fin. Parce qu'en fait, je me suis aperçue la semaine dernière, du coup, que quand les questions, elles arrivent déjà au milieu de la conversation, ça nous détourne énormément en fait de ce qu'on est en train de dire. Enfin, c'est assez perturbant. Donc, si c'est OK pour ceux qui restent jusqu'au bout, on prendra vraiment le temps de répondre à la fin. Enfin, mon invité prendra le temps à la fin de l'interview de répondre à vos questions. Et sans plus attendre, du coup, je vais inviter Florent Giraud à nous rejoindre. Alors, est-ce que... Pourquoi je ne le vois pas? Bon, peut-être qu'il ne nous a pas encore rejoint. On va attendre 2 minutes qu'il réapparaisse. Donc Florent, bon, je pense que vous le connaissez tous, si vous êtes là ce soir. Moi, je l'ai découvert sous les réseaux, au départ, sous le Bachelor Tarologie, donc comme tarologue. Hein. Et puis, progressivement, il s'est transformé aussi en tarographe. Et c'est surtout pour nous parler du tarographe que je l'ai invité ce soir, bien que ça soit deux entités en une. Alors, Florent, est-ce que tu arrives à me rejoindre? Alors, moi, j'ai l'impression que je suis connecté, mais... Ouais, c'est bon. Ah, parfait. C'est bon, c'est Alors, bon. déjà, bonjour tout le monde, et vraiment un grand merci à toi pour cette invitation. Par contre, moi, je crois que je te vois plus, Ah du bon, tu coup. ne me vois Je te vois... plus? Ouais, je te vois tout noir, je sais pas ce qui se passe. Oh, pétard. Alors, attends, ça c'est bizarre. Alors, Alors là, oups, non. Là, je crois que j'aggrave la situation. moi, je te vois. Je vois plus mon plafond comme tout à l'heure. Hum, hum, hum. Est-ce que les autres te voient? Alors, Les autres, vous je voyez Elia? vois. Est-ce que les participants de ce soir, est-ce que vous nous voyez tous les deux? On va avoir besoin de votre aide là. Attends, je vais laisser un peu de temps pour voir si quelqu'un vient à notre secours. Normalement, moi, la connexion doit être bonne, je vais quand même On vous voit vérifier, tous mais les non. deux. Bon, Mince. merci, Jeanne. Ça. Alors, je vais peut-être essayer de quitter le live et peut-être revenir. Ouais, C'est vrai que ça va être un peu perturbant, du coup, si je te vois pas. ouais, non, non, c'est Alors, pas top si tu peux pas me voir. Bon, alors on réessaie. Mais ça m'a fait ça la semaine dernière aussi avec ouais. moi dans les essais, puis dans le direct, c'est passé. Bah Alors écoute, je étonnant. déconnecte et je Allez, reviens. je te réinvite du coup. Enfin, tu sors et tu reviens. Ok. Désolée, hein.
Euh, alors, tac, 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 ça fait un petit peu de suspense comme ça. Hop, je réinvite Florent. Alors, Ah, moi je te vois. ah, je te vois toujours pas, je vois Oh, toujours du noir. C'est vraiment perturbant. c'est Je trop regarde trop. si j'ai pas un réglage à faire ou quelque chose. Non, mais c'est étrange ce truc. Euh, Direct, j'essaie d'appuyer un peu sur attends, tous les parce que boutons. moi, ah non, organisateur, t'es avec moi. Bonsoir, bonsoir. Oh, c'est vraiment embêtant ça. Est-ce que tu vois les messages des gens, toi? Je vois les messages des gens, il y a juste toi que je vois pas. Je t'entends parfaitement par contre. Bon. Bon, le plus important, c'est que tu m'entendes, hein, tu me diras, mais c'est. Ben ouais, écoute, je crois qu'on va devoir faire comme ça, à défaut. Je vais quand Ah, même moi, essayer une dernière fois au cas où, histoire allez, de hein, pas avoir mais de attends, regrets. ouais. Alors, j'ose pas trop me déconnecter pour pas déconnecter tout le monde. Je sais pas trop. Je reviens. Est-ce que s'il y a quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, dites-moi, hein. S'il vous plaît, aidez-moi, hein. Lancer un direct avec le tarographe. Alors, Bon, ben toujours. on va faire ça à l'image, tant pis. Ah, C'est toujours pas c'est là. cool. Bon, mais ouais, bon, de toute façon, je pense qu'à la fin, si je te partage l'enregistrement, tu pourras nous voir tous les deux. Je pense. Je te verrai à défaut sur le replay. Bon, ça va développer le sens de l'écoute. Moi, je te vois en tout cas. Exact. Je suis désolée, hein, du coup. Euh, alors, Florent, bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puisque je sais que le temps te manque un peu dernièrement et que tu es, voilà, que t'es vraiment dans le rush. Donc, vraiment, merci de prendre ce Merci à temps. toi. Et enfin, pour moi et pour nous, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par ton travail. Enfin, il y a eu voilà, des réactions très enthousiastes quand j'ai annoncé le live. Voilà, merci de nous faire ce privilège. Et bah, pour commencer, je vais te poser la question d'introduction, qui est la suivante. Avant de rentrer plus particulièrement dans l'activité du tarographe, parlons un petit peu d'abord de ton histoire avec le tarot, si tu veux bien. Euh, Alors, comment, à quel moment, voilà. Euh, alors c'est une histoire qui date pas d'hier avec le tarot. Donc en fait, moi donc comme toi, j'habite à Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France, et je sais pas ce qu'il y en a à l'extérieur, mais c'est vrai que chez nous, c'est quand même bien présent dans la culture. On connaît tous une grand-mère ou une ancienne voisine ou quelqu'un qui a pratiqué du tarot. Donc c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins connu le tarot, j'ai toujours plus ou moins côtoyé, avant même en fait d'en faire l'enseignement. Jusqu'au jour où je regarde le grand film de Jodorowsky, La Montagne Sacrée. Et là, ça a mhm. été un petit peu comme une révélation quand j'ai vraiment compris un petit peu le sens des arcanes, comment le tarot allait fonctionner. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, moi aussi, je veux apprendre le tarot, je veux développer quelque chose. Ok. Et donc, du coup, tu l'as appris. Donc, c'est suite à ce film-là, mais tu connais. Donc, tu t'étais déjà un peu familiarisé avec l'objet ou de très loin comme Pas ça? du tout. Pas À ce moment-là, enfin, juste j'avais déjà vu les images, mais sans savoir combien il y avait d'arcanes, sans connaître la structure. Vraiment, c'était vraiment que superficiel. Jusqu'à ce que du coup, je vois ce film, et là, c'est décidé, j'avais acheté du coup toute une panoplie de bouquins à l'époque, et c'est là que du coup, j'ai commencé peu à peu mon apprentissage du tarot. Et donc, tu l'as appris essentiellement en autodidacte? En autodidacte, 100%. Sans- Alors avec des mentors, on va dire des mentors virtuels, vu que c'est dans les ouvrages, j'ai fait quelques programmes aussi, quelques programmes à distance, mais j'ai pas suivi vraiment d'école, de cursus à proprement parler. Ok. Oui. Donc, les maîtres, les livres, quoi, surtout. Exactement, surtout, comme j'ai toujours fait. Même à l'école, je fonctionnais comme ça, c'est vraiment ma façon à moi d'apprendre. Ok. Et du coup, donc tu as appris avec les livres et après, enfin, assez rapidement, tu as décidé de tirer les cartes aux autres. Enfin, comment ça s'est passé parce qu'avant de créer le tarotgraphe dont on va parler ce soir, enfin, même pas avant, puisque c'est toujours ton activité aussi,
Un stand-by pour l'instant, mais effectivement. Tu es tarologue aussi, hein, professionnel. Donc, comment à un moment tu passes de cette, c'est quoi? C'est une passion? C'est Alors, du coup, avec l'apprentissage, j'ai du coup la meilleure façon de pouvoir progresser en tarot, c'est vraiment du coup de s'entraîner encore et encore. Donc au début, comme tout le monde, j'ai fait ça donc avec ma famille, avec mes amis, jusqu'à ce que je sente vraiment un appel à essayer de lancer ça de façon professionnelle. Donc au début, ça s'est fait en plusieurs temps, puisqu'au début, j'avais un parallèle du coup un CDI en tant que commercial pour un gros groupe dans le tourisme. Donc je faisais mes 40 heures de tourisme, enfin, de CDI, tout en développant en parallèle mon premier business qui était le bachelor tarologie. Donc le concept en fait, c'est de proposer les lectures du tarot aux entrepreneurs pour que les entrepreneurs puissent justement développer leur business en ayant accès à toute la partie inconsciente. C'est vrai qu'on avait pas mal du coup de business coach qui faisaient allusion du coup à tout ce qui est de l'ordre du mindset, mais on n'avait jamais vraiment creusé cet aspect inconscient en profondeur. Donc on va dire que c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. donc c'est-à-dire que tu travaillais surtout sur qu'est-ce qui peut bloquer dans une entreprise, enfin dans l'initiative de créer une entreprise, quelles peuvent être les forces inconscientes qui viennent empêcher le développement de cette démarche, c'est ça? Exactement. Je partais du Ok. principe que le blocage, il venait forcément de la personne. La personne n'avait pas forcément accès d'un point de vue conscience au blocage. Et c'est là, du coup, toute la pertinence d'aller vraiment creuser tout l'inconscient pour voir ce qui émerge. Et des fois, c'est vrai que je me rendais compte que c'était des problématiques qui n'avaient pas forcément de lien direct avec le business, qui affectaient pourtant directement les résultats. Ok, d'accord. Je vais voir Donc un petit peu. c'est vraiment des. Ok, donc cette activité tarologue, elle est toujours assez axée sur du coaching et plutôt destinée aux entrepreneurs. Exact. Enfin, ça, c'était le cas avant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tarograph, en fait, a vraiment tout changé ma conception du business, ma conception même du tarot. Si tu veux, moi, en fait, mon argument et ma vision des choses à l'époque, c'est on a un objectif à y arriver et on peut mettre, et en mettant tous les moyens à disposition pour arriver à atteindre cet objectif, quoi qu'il arrive, on peut y arriver. C'est ce que j'ai fait pour moi. Au début, en me lançant dans le bachelor tarologie, c'était quelque chose qui était vraiment pas fluide. Et grâce au tarot, j'ai vraiment pu développer le business peu à peu jusqu'à ce que j'en fasse quelque chose de viable. Et, et en fait, c'était cette méthode-là que je proposais également, la même méthode à mes consultants. Donc mes consultants avaient des résultats. Mais aujourd'hui, avec le recul et de voir en fait comment ça a fonctionné pour moi avec Tarographe, je me dis que c'est peut-être pas ça la façon d'entreprendre. Je pense que finalement, des fois, il faut pas s'entêter en fait à vouloir réussir à être entrepreneur dans une direction, mais peut-être comme se faire finalement comme le vecteur entre le divin et accepter une mission qui est plus grande que nous, une mission qu'on choisit pas forcément. Et comme si maintenant ma conception, c'était plutôt s'aligner à la mission divine qui est attendue de nous, plutôt que nous, avec notre cerveau d'humain, de mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir ce que nous, on a décidé avec notre tête. Donc c'est de rester suffisamment ouvert finalement pour à un moment être en capacité de dévier du chemin qu'on a choisi pour aller vers un chemin qui s'offre à nous, c'est ça? Exactement, un chemin qui est plus juste, on va dire, à l'échelle de l'âme. Et quand on l'a trouvé, on va dire, ce chemin, tout se fait vraiment dans la plus grande fluidité. C'est vrai que moi, pour autant battre tarologie, j'ai fait énormément d'efforts pour avoir finalement un résultat qui était assez moindre, qui avait pas énormément de répercussions. Alors qu'avec vraiment, avec Tarographe, ça a été d'une fluidité extrême. C'est juste en posant les quelques gestes, en fait, ça a Ouais, suffi à vraiment mais prendre une ampleur qui, en quelques mois, ça a pris un essor enfin énorme quoi, hein. Et alors comment t'es passé de l'un à l'autre du coup? Enfin je sais que t'es un passionné du tarot de Marseille, que tu connais très très bien les tarots, parle du tarot traditionnel, hein, pas voilà, pas des tarots du 19e. non, Mais donc ouais, Florent, t'es un grand connaisseur, hein, dans le détail quoi du tarot, l'histoire du tarot. Et comment à un moment bah, tu bascules en fait tu te viens l'idée de toi-même commencer à éditer des jeux, enfin même plus qu'éditer, à faire des jeux. alors, avant d'être un créateur de tarot, je suis moi-même un grand collectionneur de tarot. Alors, je sais pas, à la louche, peut-être une quarantaine, une cinquantaine de tarots dans ma collection. Et il y a un beau jour, je voulais faire l'acquisition du fameux tarot de Claude Valentin, Guillaume Dubussé. Et là, en C'est fait, celui je me qui a suis été rendu. découvert il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, hein, c'est Non, celui-là qui est... ça, c'est le Vacher. Le Valentin et Dubussé, c'est un mélange de deux tarots. C'est un tarot qui date du début 1600. Et en fait, qui est composé de
deux maîtres quartiers différents, deux tarots différents qui Mhm. forment un seul tarot. Pendant longtemps, on a pensé que c'était le seul et unique tarot, mais en réalité, il est composé du coup du tarot de Dubussé, Guillaume Dubussé, qui est un tarot de type 1, mais il est également composé du tarot de Claude Valentin, qui est un tarot de type 2, et qui est le premier en fait tarot de type 2 qu'on ait retrouvé, le tarot de Claude Valentin. Et c'est vrai qu'avant le Vacher, justement, c'était le premier tarot de Marseille qu'on ait retrouvé physiquement, puisque le Rolichon, on n'a retrouvé vraiment que les planches à graver, on n'a pas retrouvé l'objet en lui-même. Hop, pardon, désolé, à force de parler, je mets, Oui, il faut avoir une j'en bouteille perds de la salive. Et donc à l'époque, c'était vraiment le premier tarot de Marseille physiquement qu'on ait retrouvé. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de facsimilé, pourquoi on pouvait pas se le procurer en fait. Et moi, je voulais vraiment ce tarot, surtout qu'il est vraiment particulier, puisqu'on a le certain sens des arcanes qui sont inversés. Il a vraiment une vision du tarot de Marseille qui est complètement différent et qui fait se poser des questions. Il est magnifique. Donc, Moi, j'ai les majeurs de ce tarot-là, fait par toi. Et ouais, il est magnifique ce tarot. il est spécial. Je dirais pas qu'il est magnifique, Ah, parce qu'il y a quand même certaines arcanes qui sont il est particulières, chelou. qui sont même Il pas est très chelou, bien il y a faits. des Il est choses. chelou. En fait, Mais, c'est comme si c'était le plus beau tarot de Marseille, mais le plus vilain à la fois. Parce que quand on voit la carte de l'étoile, l'arcane de l'étoile, par exemple, c'est l'arcane de l'étoile la plus jolie de tous les tarots de Marseille confondus. Par contre, si on prend une impératrice, l'impératrice, je l'ai jamais vue aussi barbu. dégueulasse que cette fois-ci. Elle est barbue. Ah bah Michel, t'es avec nous. Je sais pas comment ça se fait. Bon bah bonsoir Michel. Bonsoir. Désolée, bonsoir. Je sais pas pourquoi je suis arrivée là. Bon, J'ai juste demandé à entendre. Pardon. je ne sais pas. Sors-moi, Bon bah tu. sors-moi. Je sais pas comment je te sors. Pardon, hein, Florent. Comment je te Il n'y a sors? pas de mal. Michel. Attends, je vais Euh, m'enlever. C'est bon. c'est bon? Ouais, je suis partie. Normalement, tu me vois plus. Bah si, je te vois encore. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, Pardon. bonjour Florent, je suis vraiment désolée d'être venue. Il n'y a pas de mal. C'est moi qui En fais plus, le truc la dernière fois. enfin, je parlais à Michel de toi, je disais, mais vous habitez à Aix tous les deux et tout, c'est pas possible que Contre vous ne rencontre. connaissiez Ah, ah pas, bon? vous soyez jamais rencontrés. Ah ben non, effectivement. Alors, attends. C'est bon, Michel, j'ai réussi à te supprimer. Voilà. Ah, ça y est. Pardon. Et oui, et donc tu dis, donc c'est parce que tu voulais, tu savais pas pourquoi tu n'avais pas ce tarot, enfin, pourquoi, parce que tu n'arrivais pas à trouver ce tarot, du coup, que tu t'es dit, Exactement. il va falloir que quelqu'un le propose, c'est ça? Il me le faut. Je me suis dit, bah, il a jamais été republié depuis l'époque où il a été publié, donc en 1600. Il est introuvable. Ben, j'ai pas de choix que si je le veux, de me le créer moi-même. Donc c'est là qu'a commencé un petit peu donc les premiers essais. Donc en fait, je suis allé chez mon imprimeur, qui est un imprimeur professionnel, et en fait, il a du papier texturé, ce qu'on appelle papier texturé, qui est vraiment le type de papier qu'on utilisait à l'époque. Qui, contrairement aux papiers récents qui sont tout plats, c'est un papier qui a comme des petits cratères à l'intérieur. Ça fait vraiment du relief, puisque le papier vraiment couché, tout lissé, n'existait pas à l'époque. Et donc là, j'ai commencé à faire quelques essais. J'ai vu que le résultat était pas trop dégueu. Donc je me suis lancé dans un second temps dans la restauration du jeu sur Photoshop, puisque c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même dans un sale état. Il y avait pas mal de noms qui étaient effacés, il y avait certains petits trucs qu'il fallait remettre en état. Donc là, Et j'ai donc, fait la restauration. les originaux, tu les as trouvés quoi, à la BNF? Si tu les as récupérés à la Alors, BNF? celui-ci est au British Museum. On a l'original au British Museum. Ok. Donc, bien Et évidemment, pour pouvoir les retoucher, tu as dû te procurer auprès du British Museum des, enfin, alors en fait, ils mettent en libre service sur leur site internet les photos, donc n'importe qui peut y accéder. On peut même les télécharger gratuitement. Donc pour l'exemplaire que je me suis fait à moi, j'ai pas eu besoin de payer quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que quand il a fallu commercialiser, là, il a fallu négocier un petit contrat donc pour auprès du British Museum. Il y a un petit virement à effectuer pour pouvoir récupérer les droits qui sont proportionnels en fait au nombre de tarots conçus. ok, d'accord. Et donc tu l'as fait pour toi, et Donc après voilà, le le premier, résultat t'a plu? exactement, je fais le premier pour moi et là je vois le résultat, je fais waouh. Honnêtement, il est vraiment très beau, on tient quelque chose. Mais je sais pas, j'ai ressenti un élan, je me suis dit, tiens, au début, je crois que c'était 25, hein, la première édition du BC, il y avait vraiment pas grand chose. Et je crois que les 25, en une semaine, même pas une semaine, alors que je sortais nulle part, ben, tout a été écoulé, j'ai eu vraiment énormément de bons retours. Et donc, c'est vraiment à partir de ça, voyant le résultat que ça faisait, voyant vraiment l'engouement que ça créait autour, je me suis dit, ben, écoute, il va falloir créer un business séparé. Puis c'est vrai qu'à la base, je vendais ça sous le Battler Tarologie, puisque Tarographe n'existait pas. C'était pas une entité indépendante. Et voyant vraiment le résultat,
je me dis, bah, écoute, je vais continuer à restaurer encore de nouveaux tarots et en proposer encore plus dans le marché et vraiment essayer de donner naissance à un business puisque il y a de l'engouement, ça marche bien et même moi, je suis vraiment satisfait du résultat, quoi, en tant que consommateur de tarot à la base. Et t'as pris plaisir. Bah alors, parce qu'après, je voudrais qu'on. Alors, je sais pas par où je commence, parce que je voudrais d'abord, enfin, je voudrais que tu nous parles à la fois de comment tu choisis tes jeux et de comment tu les fabriques, mais j'aimerais bien que tu nous parles aussi un peu peut-être de la tradition des quartiers, parce que je crois qu'à ce sujet-là, quand même, tu t'es bien informé, et moi, je connais très peu de choses, et je pense qu'il y a plein de gens, plein de consommateurs, plein de passionnés de tarot, qui sont pas forcément des historiciens, enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, des gens qui savent forcément comment ça fonctionne. Donc, je sais pas par quoi tu préfères commencer. Bah, écoute, on peut commencer par le choix du jeu, tant qu'à faire. Alors, Bah, écoute, pour ce qui est du choix du jeu, j'essaie généralement, en fait, de restaurer des jeux qui n'ont pas été commercialisés ou très peu. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le Dubussé. Ensuite, j'avais fait le Jean Payen 1743 qui avait été vraiment que très peu commercialisé. Celui-ci, il y a eu une vieille édition qui avait été lancée à l'époque. Je crois que je sais plus si c'est par Dussert ou un vieil éditeur, mais c'était dans les années 70 ou 80, donc c'était vraiment très ancien. On avait effectivement du coup l'édition limitée de Cartogramme à la base qui était de 10, seulement de 10 exemplaires. Et je me suis dit, bah, autant me proposer de l'offrir au plus grand nombre. C'est vraiment un tarot qui est énigmatique. C'était quand même un des premiers tarots de type 1, enfin, qui suit l'iconographie de type 1, qui est selon moi du coup l'iconographie principale, puisque c'est vrai que je recherche particulièrement les tarots de type 1. Je sais pas si on peut peut-être expliquer la différence ou si c'est clair. Oui, j'allais te proposer. Oui. Ouais. Je sais pas, voilà, comme ça, si vous savez pas la différence entre les types 1 et les types 2, ben, ça sera plus clair. Donc, on a deux modèles iconographiques. Donc, le premier modèle iconographique à être né, à avoir vu le jour, c'est ce qu'on appelle le type 1. Donc, c'est tout ce qui va être tarot, donc, comme Dodal, le tarot de païen. Et ils vont avoir quelques petites singularités qui les différencient des tarots de type 2, qui eux sont nés plutôt en 1700 et qui ont une iconographie qui est relativement différente. Alors, la trame on va dire, l'iconographie générale reste la même. Simplement, il y a quelques petits ajustements. Alors, là, on a éventuellement. Je cherche les tarots en même temps. J'en profite juste pour dire pour les gens qui nous ont rejoints qu'on prendra un temps de questions à la fin. Donc voilà, pour pas couper non plus la conversation et pour pas couper Florent. Florent, par contre, t'as bugué sur mon écran. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est que t'es concentré. Et donc du coup, on prendra un quart d'heure à la fin si vous avez des questions, comme ça, Florent pourra vous répondre tranquillement, sans que ça crée d'interférences. Et voilà. Donc là, on va avoir un exemple de type 1 et un exemple de type 2. Donc on va avoir le tarot de Dodal et le tarot de Bourlion à côté. Donc le tarot de Dodal qui va être de type 1, ce qui le caractérise, c'est du coup les cheveux du battleur qui auront toujours cette forme-là, un petit peu carré, comme s'il avait été brochingé. Alors que la particularité des cheveux dans les types 2, ça va être cette petite boucle qu'on peut voir là. Ça fait partie d'une des différences. On a également l'orientation de la lune qui dans les types 1 va être de face, alors que dans les types 2, elle va être toujours représentée de côté. On a également l'arcane du monde qui va être différent, qui va être représenté plus sous la forme d'un androgyne dans les T1 et dans les T2, ça va être beaucoup plus féminin. Donc on a quelques petites différences comme ça, mais il faut savoir que le type 1 est vraiment caractéristique des premiers tarots, alors que le type 2 est vraiment venu à part. Et dans le Valentin Debussy, justement, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a ce mélange, en fait, entre à la fois des types 1 et des types 2, c'est ça? Exactement, on a ce double mélange. Et moi, c'est vrai que je recherche particulièrement les tarots de type 1 pour pouvoir me rapprocher vraiment du tarot original. Oui, parce que c'est celui-là avec lequel tu as le plus d'affinité. Pas qu'une question d'affinité, on va dire que je suis toujours en recherche d'authenticité, en train de rechercher le tarot tel qu'il était à la création du tarot. Donc bien évidemment, c'est une utopie, ça paraît assez compliqué aujourd'hui de pouvoir retrouver, mais j'essaie toujours d'essayer de dénicher le tarot qu'on connaît pas, qui va pouvoir nous apporter des informations sur ce à quoi pouvait ressembler le tarot des origines. Oui, c'est aussi une démarche en fait de retourner à la tradition telle qu'elle était à la base. Complètement. On est vraiment dans cette démarche-là. Ok. Tu es un puriste du tarot.
Si on peut dire. C'est vrai que je suis assez vieille école pour tout, en fait. Dès que c'est moderne, j'ai du mal. Je suis toujours à la recherche de l'ancien pour à peu près tout. Mais, et en même temps, c'est ça aussi qui est intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de la tradition des quartiers et nous expliquer aussi un peu qui étaient les quartiers, et comment cette tradition s'est développée, notamment en Provence aussi, hein. Tout à fait. Et puis nous expliquer justement comment toi tu maries. Déjà, tu, tu prolonges cette tradition par ton activité, par le simple fait de rééditer, de refaire des tarots qui sont peu visibles et peu trouvables. Mais même dans ton artisanat, dans la manière dont tu travailles les cartes, tu as emprunté des choses vraiment à la pratique, à la tradition artisanale des quartiers de l'époque. Voilà. Totalement. Je Alors, te ça s'est laisse. fait, par contre, ça s'est fait en plusieurs temps, puisque c'est vrai, donc, les premiers tarots que j'ai produits, alors, c'était vraiment tout simple. J'avais le fameux papier texturé qui ressemble au papier qu'on pouvait trouver à l'époque. Et j'ai imprimé les jeux sur ce type de papier que j'ai ensuite découpé à la main. Donc ça, c'était vraiment le tout premier modèle. Ensuite de là, j'ai voulu du coup me rapprocher encore plus de l'authenticité. J'ai proposé le fameux lissage au savon de Marseille. Donc pour ceux qui connaissent pas, le lissage au savon de Marseille, c'est vraiment l'ancêtre du pelliculage ou du vernis qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les cartes. Or, aujourd'hui, le vernis, on le trouve plutôt sur les cartes. Aujourd'hui, surtout un pelliculage. Il est soit brillant, soit mat. Mais il y a toujours un pelliculage qui vient protéger le plastique, donner un meilleur aspect aux couleurs, même aujourd'hui, et également lui accroître sa résistance. Sauf qu'à l'époque, bien évidemment, tout ça n'existait pas, donc ça se faisait au savon de Marseille. Donc le principe, c'est tout simple, c'est en fait, on vient chauffer les cartes pour que et de là, on vient ensuite appliquer le savon. Le fait qu'elles soient chaudes, les cartes qu'on les ait chauffées préalablement, ça va permettre vraiment au savon de fondre au contact de la carte, ce qui donne vraiment un produit comme une espèce d'huile. J'utilise justement du savon de Marseille à l'huile d'olive, saponifié à froid, donc ça me donne comme une matière presque liquide, résineuse. Voilà, résineuse serait vraiment le mot qu'il faut ensuite du coup travailler pour la répartir de façon uniforme sur le papier. Donc là, il faut ensuite prendre une petite pierre qui soit circulaire. Et il faut venir du coup lisser le papier. Lisser jusqu'à ce qu'en fait le savon ferme vraiment un pelliculage qui remplisse toute la carte. Et en séchant, ça va donner comme un aspect ivoire, comme s'il y avait de la cire. Comme s'il y avait de la cire qui recouvrait la carte. Alors, c'est très très difficile de voir à l'écran, malheureusement, ce genre de choses, on voit pas. Il faut acheter Mais le à jeu pour l'époque, le voir. Tu le c'est vois ça. sur le jeu quand tu l'as dans la main. Mais à l'époque, il n'y avait pas un jeu qui était produit sans ce fameux lissage au savon de Marseille. Donc Et ça, d'ailleurs, toi, pardon, vas-y. ah non, vas-y, je te laisse. Non, non, parce que je disais, tu proposes à chaque fois pour chacun des jeux deux types de jeux, justement. Un qui est imprimé sur du papier qui n'est pas ce papier texturé, qui est plus, t'appelles manufacturé, c'est ça? Donc, qui va être plus une carte brillante, enfin, et un jeu, on va dire, qui ressemble plus au jeu moderne, finalement, avec moins d'âme aussi. Et puis après, tu as le même jeu, mais sous produit, avec sur le papier texturé, voire même en coton maintenant, me semble-t-il. C'est ça. Exactement. En fait, j'ai également du coup une gamme qui est manufacturée, qui est vraiment comme tous les jeux de tarot qu'on peut trouver sur le marché. Alors après le pelliculage pas forcément brillant. En fait, maintenant j'offre le choix aussi pour les jeux manufacturés de choisir le pelliculage ou brillant ou mat. Mais c'est vrai que j'offre aussi maintenant une gamme de jeux, on va dire conventionnels, pour qu'en fait ceux qui apprécient mes capacités de retouche puissent pouvoir bénéficier de mes jeux sans forcément investir dans un jeu de qualité artisanale qui est quand même un budget un peu plus élevé. Oui, et parce que le jeu artisanal, du coup, tu repasses toutes les cartes. Par exemple, si la personne choisit, parce qu'il y a une possibilité d'option, hein, c'est ça. Donc, soit il y a le polissage, soit il n'y a pas le polissage, soit c'est le format sur papier texturé sans polissage, soit avec polissage. Mais dans ce cas-là, tu repasses une par une toutes les cartes du jeu avec le savon à la main. C'est ça. Alors c'est une par une, mais alors c'est quand on les a encore sur les planches, à ce moment-là, ils sont encore dans les planches. Effectivement, c'est toutes les cartes qui sont lissées une à une. Ça comprend à peu près au moins 10 bonnes heures de travail. Facile. En comptant, ça inclut aussi la découpe, mais allez, que le lissage, bien 8 heures à faire que ça, ce serait pour pouvoir lisser un jeu complet de 78 cartes. Donc c'est vraiment la partie qui est la plus laborieuse. On dit dans les vieux bouquins qu'il faut à peu près passer
70 fois sur une carte pour que le savon soit vraiment imprégné et que le lissage ait une belle dorure. Ok. Et Donc donc, c'est du coup, entre le moment, par exemple, où tu vas récupérer enfin, les planches d'un jeu et le moment où ton jeu va sortir, entre toutes les retouches, parce que tu fais de la recherche aussi parfois, parce qu'il y a des cartes qui manquent sur certains jeux, donc tu dois recréer. Alors le temps, ça va varier. C'est vrai qu'avant, je faisais plus c'était un facsimilé, on va dire, restauré. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les nouveaux jeux qui sortent, c'est des restaurations exclusives de A à Z. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment le but, c'est vraiment de proposer la carte telle qu'elle aurait pu être quand elle est sortie dans l'atelier du maître Cartier en 1700, en 1600. Donc maintenant, c'est vrai que je refais toutes les lignes une par une. Je fais une restauration globale, mais toujours en partant en fait de l'image originale pour pouvoir conserver un petit peu la vibration la vibration propre au jeu qui a été créé à l'époque. Et tous les jeux sont complets, du coup, ces jeux-là, à chaque fois, tu arrives à avoir toutes les arcanes, tous les arcanes. Malheureusement, non. Il y a par exemple Antoine Bourlion, celui-là je l'avais récupéré au Mucem, il avait jamais été commercialisé avant. Celui-ci, il manquait 3 cartes. Il manquait l'amoureux, il manquait 2 arcades mineures. Donc les arcades mineures, ça a été quand même assez facile à reconstituer, parce qu'avec un petit coup de Photoshop, ça se fait facilement. Par contre, c'est vrai que pour l'arcade majeur qui manquait, donc l'amoureux, il a fallu trouver le jeu qui se rapprochait le plus d'un point de vue iconographique de celui-ci, pour qu'il n'y ait pas trop une rupture d'un point de vue visuel en regardant le jeu, quoi. Oui, et donc pour des jeux comme ça va t'amener à faire En fait, t'as un gros travail de recherche aussi autour de chaque jeu. Pour voir qui Mais sont le les travail, contemporains dans le style, dans l'iconographie, comment quand il me manque une carte, je peux aller chercher chez un contemporain qui a le même trait, approximativement. Enfin, il y a tout un travail de recherche aussi. j'avais pas, alors oui, il y a effectivement un travail de recherche, mais c'est pas tant de cette façon qui s'exprime. Le plus gros de la recherche, c'est vraiment, en fait, partir du coup du pigment qu'on a qu'on a actuellement, et essayer de reconstituer le pigment tel qu'il était quand il est sorti de l'atelier. Et on va dire que ça, c'est vraiment la partie qui prend le plus de temps, parce que je fais beaucoup de tests jusqu'à ce que je retrouve cette fameuse couleur. Et des fois, ça peut prendre énormément de temps. Puis ensuite, il y a toujours un décalage avec la couleur telle qu'elle soit sur l'écran et telle qu'elle soit ensuite sur le papier. Donc c'est encore des essais, encore et encore. Et c'est vrai que ça peut prendre énormément de temps. Et donc en moyenne pour un jeu, je sais pas, ça dépend vraiment de chaque jeu, ou tu dirais qu'il te faut combien de temps? C'est plusieurs mois de travail pour arriver Ben, le à... problème, c'est qu'en fait, ma technique s'affine au fur et à mesure du temps. Donc ça me prend toujours de plus en plus de temps pour faire un jeu. Donc dès que c'est un nouveau jeu, il prend toujours plus de temps que le précédent et ainsi de suite. Donc là, le nouveau jeu que j'ai fait, alors j'avais calculé le nombre de travail, je suis à plus de 800 heures. Je sais pas si tu me reçois. Oui, 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 Ouais. je digère les 800 heures. Ouais, non, ça fait pas mal. C'est pour ça que le dernier jeu, ça fait très longtemps que je bosse dessus, et il est toujours pas sorti d'ailleurs. Ah, le dernier jeu, on l'a toujours pas pour Ouais, l'instant. Pour l'instant, t'en as 5 hein, qui sont sortis. T'as le Païen, le Dodal, Valentin Debussy, le Bourlion et le Rolichon. c'est ça, C'est ça? exactement. Ok, ok. Bon. Et alors, les maîtres quartiers, eux, au 17e siècle, ils faisaient comment? Alors, mais justement, c'est là que moi j'ai affiné la technique. Du coup, une fois que j'avais commencé à proposer le fameux lissage au savon de Marseille, j'ai voulu proposer quelque chose d'encore plus authentique. Et là, c'est dans le choix du papier. Et c'est là que j'ai trouvé ce fameux nouveau papier texturé. Donc, c'est un papier qui est donc coton, qui est artisanal français, mais qui a vraiment la texture. Enfin, c'est vraiment exactement le même papier qu'on faisait à l'époque. On retrouve du coup ces fameuses striures qui traversent la carte. Alors que je trouve ça. Et là, par contre, le problème avec ce type de papier, s'il n'existe pas avec un grammage de 320 grammes. Il n'existe que sur du 160 grammes. Donc, il implique de faire une étape supplémentaire qui est l'étape du contre-collage. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier épais comme aujourd'hui. On prenait donc 2 bouts de papier, on mettait de la colle entre les deux et on allait coller ces 2 papiers pour recréer un carton. Et donc, c'est vrai que maintenant, ma technique implique le contre-collage pour pouvoir travailler en fait sur du papier plus noble, du papier plus raffiné. Ok. Et donc,
Je sais pas si on va bien pouvoir voir les striures. Non, en fait, ça sert à rien de montrer quoi que ce soit. Je crois qu'on voit rien. Peut-être faudrait que tu fasses une vidéo, toi, après que tu nous partages. Bon, Je pense qu'on verrait mieux, effectivement. avec un bon zoom. Et donc à l'époque, ça veut dire que donc les cartes étaient beaucoup plus fines. Enfin, elles étaient doublées. C'est parce qu'elles étaient doublées qu'elles avaient la consistance qu'elles avaient. C'est ça, c'est par doublage, mais finalement, on arrive à retrouver la même épaisseur qu'aujourd'hui par ce fameux processus de contre-collage. Et même pour le contre-collage, j'utilise vraiment les mêmes produits qu'à l'époque, puisque moi, j'utilise la colle d'amidon, de maïs. Donc, c'est vraiment, on peut pas faire plus naturel. Et du coup, en fait, c'est tout simple. On prend un petit rouleau, enfin, un petit pinceau, on étale comment ça s'appelle? La colle sur la feuille. On la colle avec la deuxième feuille. Ensuite, on passe tout sur une presse, sur les vraies pièces presse à l'ancienne, pour que Oui, vraiment oui, j'ai vu la photo. Mais tu pour que ne ça- vois pas, du coup, tu vois pas mes expressions. Mais Non, j'ai vu la photo de cette presse là qui est incroyable. Et donc tu presses ça. oui, là, je presse ça pendant toute une nuit, histoire que le carton ne bouge pas. Et de là, ensuite, je le mets à sécher. Je le mets à sécher. Et là, une fois qu'il est sec, en même temps, il va chauffer, les cartes sont chauffées, donc, ce qui permet du coup de pouvoir appliquer le savon de Marseille par la suite, si le jeu a une demande pour le savon de Marseille. Ok. Par contre, Et donc à quel c'est- moment? Donc d'abord tu prépares le papier et après tu fais l'impression. Ou alors d'abord non, tu fais l'impression sur le papier à 160 et après tu doubles. c'est ça. D'abord, je fais l'impression, mais attends, je vais peut-être te montrer à quoi ça ressemble exactement. Hop, je vais voir ça juste ici. Hop. Hop. Donc, si tu veux, on va avoir d'un côté, là c'est un païen, d'un côté le dos et d'un côté le face. Hop. Donc ça, une fois que c'est imprimé, je scelle le tout. Hop, ça passe dans la presse. Ça passe ensuite au séchage. Et ensuite, ça va être lissé, puis découpé main. Et tout ça, t'as dû faire des recherches sur les techniques. Enfin, comment t'as réussi à savoir que c'était du papier comme ça, etc. T'as dû faire des recherches sur, sur le travail de quartier, en fait. Pas mal de recherches, oui. Alors, heureusement, il y a les travaux de de Thierry de Police et de René Dallemagne qui sont vraiment très utiles, qui m'ont permis d'avoir pas mal de connaissances. Et ensuite, il a fallu trouver d'autres sources. Et j'ai d'ailleurs trouvé un vieux manuscrit, un manuel du quartier qui date, je crois, de 1700, fin 1700, qui explique vraiment toutes les étapes pour pouvoir créer des cartes selon les méthodes traditionnelles. Et le livre est très dans son jus. Je crois que ça vaut le coup que je fasse un petit aller-retour, que j'aille vous chercher ça, Vas-y, parce vas-y. qu'il est vraiment Attends, incroyable, ce petit livre. oui, c'est super intéressant, hein. C'est un monde. Complètement. Désolé, j'aurais dû préparer ça avant. T'inquiète pas. On Et a le temps. voilà sur quoi, donc avec quoi je me suis formé. Hop. Qu'est-ce Le qui- manuel du cartonnier du quartier. Hop. Le manuel de quoi? Le manuel du cartonnier du quartier et du fabricant de cartonnage. Donc Et c'est où que tu l'as voilà, trouvé, t'as dit? C'est incroyable. en faisant les enchères sur Internet. Donc voilà le livre, c'est carrément un vieux manuscrit de l'époque, quoi. Dans son jus, et qui est vraiment très bien fait, parce qu'il y a des schémas, donc on voit les machines qu'ils utilisaient à l'époque, on voit vraiment tout. Et ça a été vraiment une
une mine d'or pour moi, quoi. Ça m'a vraiment permis de trouver le papier qui était conforme à ce qu'il y avait avant, de pouvoir ajuster vraiment les méthodes de production, la façon d'appliquer le lissage au savon de Marseille, pour vraiment avoir quelque chose qui est, enfin, pour moi, on peut pas faire plus proche de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui est très bien fait, quoi. On a plein de schémas qui nous expliquent vraiment les méthodes, comment faire de A à Z, comment presser pour ensuite le carton, pour un carton de bonne qualité, des petites astuces pour la découpe. Enfin, c'est vraiment une petite mine d'or. Et du coup, c'est une activité, bon, j'imagine, au-delà du fait que ça marche et tout ça, toi, tu t'es découvert aussi un goût, finalement, pour cette activité-là. Ben, pas tant que ça, bizarrement. Alors, enfin, ça me plaît de faire des jeux, mais c'est vrai que le rythme dans lequel je fais, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très éprouvant. J'ai des journées de 10 heures par jour. J'ai vraiment pas beaucoup de fois l'occasion de pouvoir prendre des week-ends. J'ai des commandes qui s'arrêtent jamais. Et, ouais, enfin, c'est quand même physique. Enfin, c'est un travail physique quand tu passes une journée à lisser un jeu et tout. Enfin, et c'est comme si je le faisais pas tant parce que ça me plaît, mais comme s'il fallait que je le fasse, en fait. Comme si c'était plus fort que moi, comme si avec, c'était pas de mon ressort. Il fallait que je produise ces jeux pour faire perdurer une tradition, pour faire perdurer quelque chose. C'est beau ce que tu dis. Mais là, on en discutait un peu quand même. Tu espères, comment dire, parce que ça te manque aussi un peu le fait de pouvoir exercer la tarot, enfin, en tant que tarologue. Et donc, Complètement. c'est ça, hein, c'est que du coup, là, tu es vraiment dans un rythme effréné au niveau de cette production, de cette mission divine. Et, et du coup, tu cherches aussi, enfin, tu vas former quelqu'un sans doute, enfin, tu cherches à former quelqu'un, c'est ça que tu me disais? Oui. Euh, c'est vrai que j'aimerais pouvoir dégager un petit peu de temps, effectivement, pour avoir le contact humain, refaire des consultations. Parce que c'est vrai que je passe toutes mes journées à bosser dans mon atelier, je vois personne, je vois même pas le soleil, quoi. C'est très comme si j'étais dans une grotte en train de travailler. C'est vrai qu'en tant que lion, j'ai un petit peu de mal à ça, donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir dégager un peu du temps. D'où justement mon projet d'aller déménager au Belize. C'est vrai qu'avec ma copine, on a acheté justement un terrain au Belize, on est en train de faire construire dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir recruter là-bas, puisque c'est vrai que ça va être plus accessible. Enfin, le prix de la main-d'œuvre est moins cher, ça pourra me permettre justement de pouvoir recruter, chose qui est complètement impossible aujourd'hui, et pouvoir dégager un petit peu de temps libre, justement. Et donc, tu deviendrais maître quartier à ton tour, maître enseignant quartier, comme ça. Exactement, pour le coup, oui. C'est génial. C'est génial. Alors, il y a plein de réactions. Je ne sais pas si tu les lis en même temps, mais bon, voilà, les gens sont enthousiastes, ils sont, voilà. Je ne sais pas si tu peux faire défiler de ton côté. Euh, je crois pas. Je J'ai l'impression crois que je vais faire pas. Donc, n'importe voilà. quoi, que je vais tout Le quitter, je vais manuel, éviter. comment? J'ai l'impression que je vais faire une bêtise, je vais éviter d'appuyer sur les Non, bah boutons. alors voilà, juste te dis un peu, il y a dans les réactions, bah, voilà, qu'il y a les waouh, incroyable ce manuel, c'est tellement inspirant, c'est super Ah, intéressant cool. ce que tu nous expliques, c'est ouf, c'est dingue. Prochaine étape, rééditer le livre Florent. Je sais pas ce que c'est le livre Florent, Nicolas. Bon voilà, les gens sont enthousiastes, mais du coup, bon, parce que bon, il est moins le cas. Moi, je me demande, je voudrais te laisser aussi un peu du temps parce que tu pour nous parler, voilà, de ce dont tu auras envie de nous parler qu'on n'aurait pas abordé et aussi pour permettre aux participants qui sont quand même nombreux, enfin les gens, ouais, de pouvoir poser des questions aussi, puisque l'idée du live c'est aussi que les gens puissent accéder à toi et du coup interagir. Alors déjà, c'est vrai que il y a eu, je tenais à ajouter qu'en fait, il y a eu deux reportages qui ont été faits sur moi récemment. Non, un par le magazine Made in Marseille et l'autre par la Maison du Tarot à Marseille. Donc pour tous ceux qui sont curieux d'en découvrir un petit peu plus sur les méthodes de production, on me voit vraiment à l'œuvre. On me voit réaliser toutes les étapes pour pouvoir créer une carte de A à Z. Donc normalement, ça devrait être disponible prochainement. Donc on va pouvoir vraiment voir tout l'envers du décor, tout le back office, comme on dit. Avec, donc avec des vidéos qui te filment en train de faire tout ça. Super. C'est ça, La exactement. Maison du Tarot, ils ont une chaîne YouTube. Hein. Alors voilà, pour ceux qui connaissent pas, ils ont une Ouais. chaîne YouTube hein, maintenant. Voilà. Et C'est c'est là ça. qu'ils font leurs interviews. Exactement, ils ont d'ailleurs interviewé Yves Reno récemment, Oui, aussi ils ont également. interviewé Yves Renaud aussi, oui. Ceux qui n'ont Tu pas l'as vu, rencontré? ça vaut le coup. Pas encore, mais justement, Emmanuel, justement, qui gère la Maison du Tarot, doit organiser un petit repas avec lui, Yves Reno et moi. Ouais.
Yves Renaud aussi, c'est un monsieur qui réédite des tarots depuis quelques années, qui a réédité beaucoup de tarots qui n'étaient pas accessibles. Donc, Énormément. très intéressant. Euh, Son site, c'est quoi? C'est pas Tarot Héritage. Ouais, c'est ça, Tarot Tarot Héritage. Moi, je l'ai bien squatté en tant que collectionneur. Je le connais très bien, ce site. Ouais. Et donc, on peut retrouver deux reportages pour suivre de manière un peu plus détaillée tout ton processus de fabrication des cartes. Et tu voulais Exactement. nous parler d'un projet aussi que tu as, d'une Et collaboration. c'est ça, je voulais en profiter pour faire une petite annonce exclusive. C'est en fait, ça fait justement le fameux tarot que je vous dis que je bosse depuis de longs mois dessus. C'est le tarot de Jean Noblet. Et c'est une édition, on va dire, assez spéciale, puisqu'en fait, ce tarot, il va être restauré avec une collaboration avec Stav Apple de Toraine de Tarot, pour ceux qui se connaissent, mais également avec le Council of American Jewish Museum. Donc c'est vrai que ce projet est très important pour moi, puisque du coup, en fait, ce tarot, il va être proposé, en fait, dans tous les musées juifs des États-Unis d'Amérique. Et l'idée, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, en fait, le tarot de Noblet, il a été créé pour l'enseignement de la Torah. Et en fait, je me, pardon, j'ai, j'ai plus C'est l'habitude de parler l'émotion, c'est autant. l'émotion, ça. Exactement. Et donc, on a en collaboration, donc j'ai restauré le tarot pour eux, et en fait, il va resservir de nouveau pour pouvoir instruire, en fait, les juifs au judaïsme. Donc, il Et sera donc, le disponible Noblet, également. c'est un tarot qui a été fait pour la Torah, enfin, pour diffuser l'enseignement de la Torah. Moi, je l'ignorais Exact. complètement. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il a des symboles particuliers qu'on va pas retrouver dans les autres tarots de Marseille. Et c'est vrai qu'en fait, justement, il y a Jean Noblet à l'époque, il a reçu du coup des juifs qui lui ont demandé en fait de cacher les enseignements de la Torah dans un jeu de tarot, puisque tout le monde avait des tarots à l'époque, ça posait pas de soucis pour les autorités, donc c'est le meilleur moyen pour dissimuler les enseignements juifs. Et en fait, moi, c'est exactement la même chose qui m'est arrivé, puisque du coup, j'ai ce fameux Stav Appel qui lui-même est juif et qui promeut l'éducation de la Torah, au sein de la communauté juive, qui m'a demandé justement de restaurer ce tarot qui va Enfin, c'est qui servir. le monsieur dont tu parles? Stav Appel de Torah and de Tarot. Normalement, je- il est assez connu. Je sais pas si nos auditeurs connaissent, mais en fait, C'est Torah c'est lui qui a, Tarot ouais, c'est sur... Ah oui, d'accord. et Ok. il a expliqué vraiment il a expliqué quel symbole, pourquoi en fait on l'a présenté au judaïsme. Et c'est lui vraiment qui a établi tous les liens en fait entre ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le tarot de Noblet et la religion juive. Et donc là, tu vas travailler avec eux pour l'éditer, waouh. C'est moi qui ai d'ailleurs, le jeu est déjà, est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à commercialiser, que tout le reste prenne le relais. Mais en fait, moi, je vais le commercialiser toujours en artisanal. Eux, ils vont le commercialiser à grande échelle, mais en version manufacturée pour que tout le monde puisse avoir le Noblet des origines avec la petite explication en lien avec le judaïsme qui va avec. On peut voir une petite carte? Hop. Ça, c'est ton jeu, ça, c'est celui que tu as fait toi. Exactement. Où j'ai vraiment repris Incroyable. tous les traits un à un. C'est vraiment le jeu qui m'a demandé le plus de temps. Malheureusement, on voit pas très bien à l'écran. Non, mais on le verra bien quand il sera sorti. Ouais. Bah écoute, c'est merveilleux, franchement, il y aurait tellement à creuser en fait, parce que tu as tellement de connaissances sur le sujet et je me sens tellement ignorante là Après, par je suis rapport à pas tout historien non tout. plus. Il y a plein de gens qui ont beaucoup plus de connaissances que moi. Je tiens à le Non, mais préciser. c'est pour ça tu vois, enfin, c'est bien quand on a l'opportunité voilà, de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir partager, de pouvoir poser des questions, parce qu'en fait, c'est tellement énorme le tarot, il y a tellement de choses derrière que Ça voilà, s'arrête jamais. c'est sans fin et chaque individu apporte sa propre pierre à l'édifice aussi. Enfin, ça, c'est incroyable. Bon, je nous laisse un peu de temps pour savoir si vous aviez des questions, les personnes qui sont avec nous, après tout ce qu'on a vu. Mettre quartier. C'est sa carte. Attends, hein, bon, je vais laisser deux, trois minutes pour voir si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas. Et
Je regarde ce que j'ai écrit, je réfléchis à tout ce que tu nous as déposé. Et ce tarot-là, du coup, dont tu nous as parlé, le dernier, il devrait sortir quand, tu sais? Là, ça devrait pas trop tarder, je pense, d'ici les 6 prochains mois. Super, super. Et dans ton travail, tu parles beaucoup de la tradition des quartiers en Provence. Mm, oui. C'est un territoire où il y a eu particulièrement de maîtres Ah oui. quartiers installés. Énormément, c'était la Provence, c'était la capitale du tarot. C'est là vraiment l'endroit où on a produit le plus de tarot Marseille à l'échelle mondiale. Et particulièrement, on parle souvent de Marseille, c'est bien connu qu'on a produit le tarot de Marseille et Marseille, mais pas que. Il faut savoir qu'Aix-en-Provence, là où je vis, il y avait autant de maîtres quartiers que ce qu'il y en avait à Marseille. Simplement, on n'a pas réussi à trouver de tarot de Marseille complet qui proviennent d'Aix. Mais en réalité, la tradition s'étendait bien plus loin qu'à Marseille. On avait également du coup Avignon, qui était également un gros centre actif de production, pas autant qu'Aix-en-Provence et Marseille, mais qui était quand même bien actif. Et c'est vrai qu'il y avait une façon particulière de créer les jeux de tarot à Marseille. J'ai remarqué qu'ils n'utilisaient pas le même papier qu'ils utilisaient dans les régions parisiennes, par exemple. Après, ça peut s'expliquer aussi par rapport à l'époque, puisque Paris, ils ont arrêté tôt de produire des jeux de tarot, mais j'ai pu remarquer quelques petites spécificités par rapport à la production provençale qui se différencient. D'accord, ok. Parce que sinon, il y a Lyon aussi. Moi, je croyais qu'il y a pas mal de jeux qui ont été produits à Lyon aussi, hein. Lyon, À Lyon, les grands énormément. à Lyon, à Paris, et puis surtout Marseille et donc la Provence. C'est ça, et plus qu'on le pense, Marseille, puisqu'on pensait que Marseille, ça avait commencé fin 1600, mais en réalité, la découverte du Philippe Vacher nous a montré qu'en fait, il y avait des quartiers marseillais dès début 1600, même si on n'a pas de preuves dans les documents de tout ça. Et par contre, justement, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'était justement tout ce qui est recherche du jeu de cartes. Et c'est vrai que moi, en fait, je passe énormément de temps, en fait, surtout à rechercher le jeu. Parce qu'il faut savoir, et ça, c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de passer, c'est que les tarots qu'on connaît, les tarots de Marseille qu'on connaît, ça représente peut-être, si on est chanceux, 30% de tous les tarots qui sont en circulation sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire, la plupart des tarots, ils sont pas dans le musée, ils sont dans des collections privées, on n'en a malheureusement pas accès. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de trouver des normes et d'être en contact avec des gens qui avaient des tarots de Marseille de type 1 qui étaient très anciens que personne n'a vu. Par contre, ces gens-là pas Ouais. ne veulent pas partager leur jeu. Même moyennant contrepartie financière, ils partent du principe que c'est leur bébé, que c'est leur trouvaille à eux, et qui veulent pas qu'il y ait de facsimilé qui soit fait. Oui, donc il y a eu aussi ces jeux-là, finalement, ça fait partie presque des objets d'art, en fait. Enfin, c'est des gens qui les ont acquis comme un patrimoine, enfin, qui se sont appropriés un patrimoine. Approprié. Et Sauf donc, que la loi est mal. il y avait tout un marché derrière, sans doute derrière l'acquisition des jeux aussi, du Il coup. y a toujours, et le problème, c'est que l'État, il y a aucune réglementation. C'est-à-dire, moi, demain, je peux vendre sur eBay ou dans n'importe quel truc aux gens chers un tarot qui me date de 1600, qui me vient de ma grand-mère, de ma grand-mère, de ma grand-mère, sans qu'il y ait de photos qui soient prises, sans que le jeu soit référencé quelque part, sans qu'on ait de traces, en fait. Je veux bien Je comprends qu'on puisse faire du commerce d'art, par contre que les choses soient référencées, qu'on sache exactement l'objet chez qui il est, si on a besoin de faire des études, qu'on puisse avoir des photos à disposition, qu'on puisse avoir quelque chose de la matière pour pouvoir travailler. Parce que c'est difficile de retracer l'histoire du tarot de Marseille quand on sait que on n'a pas accès au plus gros de la matière en fait. Et ouais. Et est-ce que tu penses que ça s'inscrirait dans une volonté aussi de garder certaines choses secrètes? C'est possible, c'est possible, puisqu'on voit que c'est vrai que pour d'autres objets d'art, on a des réglementations qui sont quand même un peu plus aiguisées. Mais je Mm. pense qu'il y a une volonté, je pense, au moins pas forcément de taire, mais au moins de pas faire du bruit sur tout ça. Et on le voit, hein, Marseille, on ne trouve pas un musée qui expose les tarots. Pourtant, dans la capitale du tarot, il n'y a pas un musée où on va trouver ça. Dans les archives, on peut trouver, il y a certains musées qui ont des tarots de Marseille, il n'y a pas de souci, mais ils sont jamais exposés, il n'y a jamais aucune exposition, Ouais. on les met dans les fonds des placards, on n'y touche pas, quoi. Tu vois, je m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est un sujet à creuser, ça vraiment en fait, hein. Puisque même toi, avant de trouver un tarot, parce que tu passes par les musées, tu passes par les bibliothèques en ligne, tu passes par les gens que tu connais, enfin, tu passes par tous les moyens C'est possibles ça.
C'est un jeu de piste en fait. Complètement. C'est vraiment le jeu de piste. C'est dingue. Il faut monter un collectif de revendication. Ce serait bien. C'est vrai qu'on voit que même les conservateurs de musées n'ont pas l'éducation de tarot de Marseille. C'est vrai que moi-même, j'ai étudié l'histoire de l'art quand j'étais plus jeune. On n'étudie pas le tarot de Marseille. Donc, ils connaissent pas vraiment, on va dire, la valeur derrière tout ça. Ils voient pas vraiment l'intérêt artistique qu'il y a derrière un tarot de Mm. Marseille. Ils sont complètement coupés de ça. Par exemple, les conservateurs de musées ici, qui ont des tarots de Marseille, ne sont même pas au courant qu'il y a eu l'an dernier la vente du Philippe Vacher à 65 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont pas au courant qu'il y a aussi gros engouement autour du tarot, notamment outre-Atlantique. Du coup, on va dire qu'ils surfent pas sur la vague. Mm. C'est fou. Et pour revenir à ça, parce que oui, outre-Atlantique, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'international. Hein, et toi, tu le vois bien avec ton travail, parce que ton travail, il s'exporte en fait. Alors, ton site est en anglais, Oui. et on voit que le tarot de Marseille, il a vraiment une dimension mondiale en fait. Surtout le tarot Complètement. traditionnel, enfin les. Et comme avant, mais bizarrement, comme avant, parce que j'ai retrouvé justement des archives de l'époque qui montraient sur tous les tarots produits combien qui étaient destinés à l'importation. Et il y avait peut-être il y a au moins 60% de la production annuelle qui était exportée. On produisait à Marseille et on envoyait par bateau, comme je fais aujourd'hui en fait. Ah ouais, tu perpétues vraiment la tradition. Hein. Mais ça, À on fond voit sur dedans. les deux, c'est pas sur les deux de denier, mais souvent on a écrit FPE, tu sais, sur les jeux. C'est fait pour l'étranger, non? C'est ça que ça veut dire? C'est ça, en mettant ce petit sigle, ça l'évitait de payer la taxe pour l'exportation. Donc c'était quand même des jeux qui étaient faits pour être exportés, enfin pensés quand même déjà dans cette logique d'exportation et de circulation, de circulation. Complètement, parce que le dodal, il a été gravé avec ces indications. Les planches à graver contiennent ces indications. Ça n'a pas été rajouté par la suite. C'est que c'était vraiment ancré. Il a été créé, le dodal, ou réutilisé, hein, on ne sait pas, mais vraiment pour l'exportation. Oui, il y a une diaspora du tarot en fait. C'est exactement ça. D'où le fait qu'on peut en trouver partout dans le monde, dans les collections privées. Mm. Bon, bah ça, c'est un travail à part entière d'aller les rechercher et de faire évoluer aussi la législation. Alors, à ce niveau-là, ça sera un Et autre combat encore, mais c'est important hein, que tu nous parles de ça. complètement. C'est vrai que puis de voir les gens qui, des fois, m'envoient chier littéralement parce que je leur demande, moyennant contrepartie financière, hein, que je leur demande les photos de leur jeu, je trouve ça dommage quand même. Mm. Je trouve ça dommage. Oui. Et puis, au-delà du patrimoine, enfin, du côté artistique, c'est aussi la philosophie qu'il y a dans le tarot. Enfin, tu vois, la dimension initiatique qu'il y a dans le tarot, du coup, dont on est privé. Ouais. Complètement. Mais ça, de toute façon, ça s'inscrit dans une tradition encore plus grande où on veut pas forcément Élitiste, que tout le monde puisse oui, de accéder. garder dans les traditions ésotériques aussi, hein, de garder certains savoirs, certaines connaissances entre les mains de petits groupes de gens, etc. Donc là, On est dans l'histoire du tarot de Marseille s'inscrit clairement dans cette démarche. c'est passionnant, franchement. Attends, pardon, parce que tu me vois pas, donc Non, du mais coup, j'imagine que tu regardais les Oui, oui, questions, j'en étais pardon, douté. excuse-moi. Bon, bah alors, on n'a pas de questions, si ce n'est de l'enthousiasme. On a Nicolas Dumas qui dit que c'est un plaisir de te voir, d'entendre ton super parcours, qu'il espère te croiser sur Aix avant ton grand départ pour le Belize. Après, Florent, franchement, il est super, comment dire, il est super occupé, mais il est super accessible. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un d'intouchable. Voilà. Enfin, Je, donc, il faut pas hésiter non plus à le contacter, à lui envoyer un message, parce voilà, il prend toujours du temps pour répondre. pas forcément Voilà, moi, je sais que t'es une de première suite, personne. il y a souvent du délai, mais Ouais, il y a un je peu trouve toujours de délai un parce que petit temps. t'as un peu la tête sous l'eau en ce moment, mais tu prends toujours le temps de renvoyer un petit mot. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez aussi besoin d'échanger avec lui, ben juste C'est avec contactez-le. plaisir. Hein. Voilà. Et puis moi, j'irai voir du coup l'interview, enfin dès qu'il sort là aussi sur YouTube, enfin, sur la Maison du Tarot. Carrément, Et, je le partagerai. et merci. Écoute, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Là, tu as abordé plein de questions.
Enfin, tu vois, plein de Ouais. choses, je pense, qui sont pas du tout visibles, en fait, quand on n'est pas dans ce chemin-là qui est le tien aussi, ce chemin d'enquête et de tentative de retrouver toutes ces choses-là. Donc, bah, merci pour ce partage. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler de ma passion, parler du tarot de Marseille. Moi, ça me met de l'énergie. Je me sens bien après. Ça me fait plaisir. Bon, c'est génial alors. Bah, hop, attends, je regarde moi. Nanana. Ah, on attend la réédition du vieux livre du maître Cartier. Ah, bah voilà. Ouais, il a beaucoup de tête déjà pour l'instant. Ça pourrait être intéressant, mais je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de gens intéressés, malheureusement. Ce serait Ah, pas tu un sais pas, hein, best-seller. tu vas peut-être relancer la vague, les quartiers, ils vont Ce serait, apparaître, ils vont fleurir de nouveau aux quatre coins du monde. Mais en Amérique ce serait latine, bien. il y a quelques personnes qui travaillent, il y a toujours des maîtres quartiers. Hein. Au Belize, je sais pas, mais en Amérique latine, enfin, il y a plusieurs pays où il y a des maîtres quartiers. Hein. Ah bon? Ouais, ouais. Il y a quelques personnes qui travaillent vraiment le tarot. Moi, je t'en reparlerai. Mais je pense que tu Cool. pourrais, ouais, peut-être, Ah bah ouais, je suis friand de tout ça, moi. mais je t'en reparlerai. Carrément. Très belle immersion dans cet univers. Merci. Bah, écoutez, merci à tous les participants. Merci beaucoup, Florent. On te suit de près. Moi, en tout cas, je te suis de près. Et voilà. Et j'espère pouvoir avoir un de tes jeux complets fait à la main et passer au Savon de Marseille très bientôt. Bah, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Je t'embrasse. Salut. Merci tout le monde et merci à toi et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Merci à tous pour votre participation.